nous vivons en ce moment avec la crise en Guadeloupe et qui commence aussi en Martinique, un événement qui est assez emblématique, pourrait-on dire, et presque une expérience in vivo de ce qui pourrait se passer. Car enfin, à quoi assistons-nous dans ce département d'outre-mer? À un mouvement organisé par un collectif d'associations de gauche pour l'essentiel, qui se fonde sur une demande d'augmentation du niveau de vie, d'augmentation des salaires en fait, toute une autre série d'événements connexes ou de revendications connexes, et puis on arrive au nerf de cette affaire, au point majeur, à savoir qui va payer l'augmentation de 200 € qui est actuellement revendiquée par les membres de ce collectif. Alors la question est posée, elle est si bien posée d'ailleurs que M. Gégaud a pris la fuite rapidement parce qu'on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Et la France se trouve maintenant, la France dont la Guadeloupe fait partie, c'est un département français, face à une situation vraiment cornélienne. Si l'on accorde 200 € qui ne seront pas payés par les entreprises parce qu'elles ne peuvent pas payer aux revendications de la Guadeloupe, on le fera payer par l'État. Donc dans ce cas-là, immédiatement, vous allez avoir une floraison de revendications du même type, non seulement dans les départements d'outre-mer, mais en métropole également. Et sinon, eh bien, nous entrons dans une crise dont on ne peut pas encore mesurer toutes les conséquences dans nos départements d'outre-mer. Alors comment voyez-vous cette situation, Jean-Christophe? Oui, alors vous avez raison, tout d'abord, très raison de rappeler cette phrase d'Alan Greenspan, car effectivement, les oiseaux de mauvais augure, même s'ils disent ce qui va se produire, on est dans un phénomène d'euphorie collective et donc la raison ne peut plus pénétrer le cerveau de l'ensemble des participants à un phénomène d'expansion économique. Vous avez aussi raison de mettre l'accent sur la France, même si on a toujours eu l'habitude de replacer ça dans un contexte global, mondial. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a dans un premier temps eu l'effondrement du système bancaire international, et puis qui a créé donc une crise, une récession. Et là, l'étape suivante, c'est celle de la faillite des différents États. Ce sont des hypothèses qui aujourd'hui, nous étions les seuls à envisager ces hypothèses, il y a de cela d'ailleurs juste 2-3 ans, alors qu'aujourd'hui tous les économistes envisagent cette hypothèse. C'est extraordinaire. Le Fonds monétaire international fait des études, a confié à 2 économistes américains une étude montrant sur les crises des 800 dernières années, montrant qu'en fait la faillite des États était quelque chose qui se produisait était un phénomène universel et qui se produisait de manière récurrente. Un pays comme l'Espagne, par exemple, a fait faillite 7 fois au cours du 19e siècle. La France a fait faillite 8 fois entre 1500 et 1800. Donc c'est quelque chose qui va se reproduire. Et donc la faillite des États, derrière, va provoquer, on va passer de la récession à la dépression. Là, ça va être un effondrement économique majeur. Et donc ça pose un problème très particulier en France, particulièrement grave, parce que la France repose sur son État-providence. Alors aujourd'hui, tout le monde nous dit c'est merveilleux, on s'en sort mieux que les Américains, notre filet de protection sociale nous protège de la crise, regardez tous ces libéraux qui nous ont, dont les modèles font faillite. Mais d'abord, les modèles qui font faillite ne sont pas des modèles libéraux. Les États-Unis sont couverts de dettes et ont des systèmes sociaux très, très importants. D'ailleurs, la faillite des subprimes, c'est une histoire, ce sont des lois sociales. La faillite de l'excès de création monétaire sont des lois, c'est un phénomène étatique. Donc ces pays sont tous peu ou prou socialistes, quoi qu'on dise, et dirigés par des démagogues qui n'ont pas voulu aller à l'encontre d'un sentiment populaire euphorique. Et donc cet effondrement planétaire, cet effondrement des États, va avoir une résonance particulière en France parce que nous reposons énormément sur l'État. Et vous montrez avec raison que l'affaire qui se produit en Guadeloupe et en Martinique est annonciatrice de quelque chose, du désarroi des politiques et d'un phénomène très, très étonnant, parce que ce sont justement, la Guadeloupe vit de subventions.
Elle vit chaque année, les dom-toms reçoivent plus de 10 milliards d'euros de subventions de la métropole. On ne produit pas grand-chose en Guadeloupe, de la canne à sucre, il y a du tourisme, mais ils ne sont pas très accueillants, et donc ils n'ont pas développé autant que faire se peut. Donc voilà des gens qui vivent de la mère patrie et des subsides qu'on leur adresse. Et effectivement, ils en ont toujours vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de mieux en mieux. Et d'un seul coup, vous avez l'État français qui, lui, fait faillite, est en état de quasi-banqueroute. C'est une question de quelques mois. Et ils sont restés dans leur logique. On descend dans la rue et on demande de l'argent. On ne sait pas d'où cet argent vient. Alors pour eux, l'argent, c'est la mère patrie, l'État. Hop, on imprime de la monnaie. Et puis on leur distribue et ça augmente leur pouvoir d'achat. Et en France, ce sont les mêmes qui vivent de l'État, c'est-à-dire en gros les fonctionnaires, qui descendent dans la rue. Alors ce sont les gens de la SNCF qui sont le plus souvent en grève, et la SNCF coûte 12 milliards d'euros par an aux contribuables. Quand les dom-toms coûtent 10 milliards, 10 plus 12, ça fait 22. Vous voyez, sur 40 ans, nous avons 1000 milliards de dettes qui sont dues uniquement aux dom-toms et à la SNCF. Mais comme on ne l'a jamais expliqué aux gens et qu'on pouvait payer cette dette, alors ces gens sont dans leur logique. Nous descendons dans la rue, nous obtenons des augmentations de salaire, ce qu'ils ont toujours réussi à obtenir, des avantages sociaux en nature, et puis tout repart. Alors en fait, ça se fait au détriment de la classe des travailleurs, qui, et c'est pas pour rien que les prélèvements obligatoires sont les plus lourds en France sur le travail, 72%. Donc chaque travailleur, en gros, il y a l'arrêt des 4 quarts, il garde un quart pour lui, on en distribue un quart aux retraités, un quart aux assistés en tout genre, aux dom-toms, aux gens qui sont logés dans les logements sociaux, et puis un quart aux fonctionnaires. Et donc les salariés ne comprennent plus pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se loger. Mais c'est bien simple, c'est parce qu'on leur prend tout leur argent pour le redistribuer. Et donc là, aujourd'hui, se pose ce problème grave dont les politiques ne peuvent plus se sortir, puisqu'ils ont toujours eu cette logique de donner, sans jamais dire, écoutez, là, on a des déficits, on ne peut plus. Et la France est en déficit depuis 1973, le dernier budget à l'équilibre. Donc ça fait 35 ans que la France est en déficit et qu'il aurait dû y avoir des hommes d'État, des politiques qui disent nous ne pouvons plus dépenser plus que ce que nous avons. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un État qui est déjà en quasi-faillite, alors que nous entrons dans une crise terrible. Ce que nous avons toujours dit, d'ailleurs, pendant toutes ces années, pendant les émissions que nous avons fait ensemble. Et donc pour le politique, effectivement, s'il distribue 200 € de plus pour tous les salariés, ou voire tous les RMistes et les autres. Pourquoi est-ce que les gens des dom-toms qui ne produisent pas grand-chose auraient une augmentation de salaire, alors qu'un ouvrier français qui va tous les matins travailler à l'usine dans des conditions très difficiles, lui n'aurait pas d'augmentation de salaire? Il est bien évident que ça va créer un précédent, et que c'est l'ensemble du système qui va se déliter. Ça va donner d'abord des idées, et on prévoit à nouveau une manifestation de fonctionnaires le 19 mars. Et puis ensuite, il y a tous les autres qui en fait font vivre à la fois les fonctionnaires, les dom-toms, etc., qui eux vont se retrouver au chômage. Et il y a de moins en moins de gens qui peuvent entretenir tous ces gens, et ils sont restés dans cette logique, et personne ne leur explique. C'est ça qui est incroyable, en fait. Alors peut-être que la situation que vous venez de décrire avec beaucoup de talent va permettre à une certaine pédagogie de se faire jour. Car enfin, face à cette situation, le gouvernement se trouve devant un choix cornélien, où il accepte non pas d'accorder 200 €, parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui va les accorder, notamment c'est les entreprises. Mais les entreprises, elles se sont retournées vers le gouvernement, elles lui ont dit, nous voulons bien payer 200 € à condition que ce soit vous qui fassiez l'effort, c'est-à-dire que vous diminuiez nos charges d'autant. Bon, naturellement, ça aura le même effet de contagion que toute autre forme d'augmentation de salaire, et pour le gouvernement français, s'il accepte ce troc, il est condamné effectivement à voir ce genre de revendications fleurir, et s'il ne l'accepte pas, alors il va avoir une épreuve de vérité redoutable. Mais ce qui est intéressant dans cette situation,
au-delà du caractère, pour l'instant, relativement festif, d'après ce que disent les journaux qui règnent, car c'est le carnaval aussi en ce moment, et donc le carnaval fait partie également d'une forme de liesse populaire, sur fond de graves problèmes, il ne faut pas se le dissimuler. Mais ou bien nous allons avoir une situation qui va dégénérer, ce qui est tout à fait possible, ou bien alors il va se produire des choses totalement imprévisibles. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec l'affaire de Guadeloupe, le gouvernement en a fini avec le temps des mensonges. Là maintenant, c'est l'épreuve de vérité. Et quand l'épreuve de vérité va toucher l'os, si l'on peut dire, qui est pour l'essentiel le traitement des fonctionnaires et l'État-providence, tout ce qu'il distribue, et naturellement tout ce que touchent les retraités qui ont effectivement cotisé, on va se trouver face à une situation qui sera exactement celle que nous décrivions depuis très longtemps, à savoir qu'une grande crise ne se produit que quand il y a à la fois un grave problème, et là nous avons un État-providence que nous ne pouvons pas supporter, un régime faible, le régime actuel on le voit bien est faible, il passe son temps à fuir, et puis troisièmement des lobbies puissants, tous ceux qui réclament la poursuite du système.